Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Adrien Arcan, le Führer canadien. Le mouvement d'Adrien Arcan, et surtout quand il a commencé à sortir son journal avec la croix gammée, Hitler était déjà au pouvoir. Alors là, on voyait ici même le suppôt d'Hitler. Pour moi et pour un certain nombre de mes copains, l'impact était à la fois peur, colère, donc il faut résister. Un journal affichant la croix gammée et tenant des propos clairement antisémites, les membres d'un parti politique portant des chemises bleues affichant cette même croix gammée, tout ça est l'œuvre d'Adrien Arcan, celui-là même qui aimait se faire appeler le Führer canadien. Facile de comprendre dans ce contexte la réaction de l'intellectuel d'origine juive Léo Robach qu'on vient d'entendre dans cet extrait d'entrevue qui a été accordé en 1982. Mais dans les faits, quelle importance aura réellement cette mouvance fasciste et antisémite de laquelle se réclamera Adrien Arcan dans le Québec des années 30? Pourquoi des chemises bleues? La chemise du travailleur. Est-ce que c'était inspiré des chemises noires de Mussolini, par exemple, qui avait aussi son groupe de défenseurs comme ça, avec des chemises noires? Je ne dirais pas l'inspiration, ça serait plutôt une coïncidence, vous savez. Mais quoi qu'il y a, naturellement, tous les mouvements... C'était la mode dans ce temps-là, dans les partis fascistes, d'identifier leur... justement, par un uniforme. Et les jeunes aimaient bien ça aussi. D'abord, ça, c'est qu'on ne mettait pas notre drapeau dans notre poche. On ne craignait pas de s'affirmer. Gérard Lanto, adjoint d'Adrien Arcan, qui nous parle des chemises bleues que portaient les militants du parti d'Arcan. Vous avez peut-être aussi reconnu cette musique, la musique de la télésérie Cormoran à l'époque, série dans laquelle le personnage du boucher portait justement une chemise bleue. Pour tracer le portrait d'Adrien Arcan, l'historien, journaliste au Devoir, Jean-François Nadeau. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, vous avez publié en 2010 le livre Arcan, Führer canadien. Dans quelle mouvance s'inscrit ce courant fasciste antisémite? En fait, Adrien Arcan est né à la fin du 19e siècle, en 1899. Son père est un militant socialiste, donc un militant de gauche, très intéressé par la condition ouvrière. Arcan lui-même... Syndicaliste. Oui, syndicaliste, bien sûr, ardent défenseur des ouvriers, dans une mouvance on ne pourrait pas retrouver dans les idées de son fils plus tard. Mais son fils lui-même va être sensible à ces idées-là. Il fait des études incomplètes, notamment au Collège de Montréal, où à ce moment-là, l'éducation est beaucoup offerte par des professeurs qui viennent de France, des Parisiens pour la plupart. Donc, il y a une éducation française très classique. Il va beaucoup s'intéresser, entre autres choses, à la musique classique. Il va être un critique de musique classique dans les premiers journaux auxquels il va collaborer. La Patrie, où les journalistes, mais surtout la presse, où lui-même va tenter de fonder un syndicat. Et au journal La Presse de Trefflé-Berthiaume, le fondateur, il va finir, et c'est le beau-fils qui va diriger le journal pratiquement dans la suite des choses, il va être littéralement évincé pour cause de syndicalisme. Et c'est à ce moment-là que chez lui se met en place une énergie combative, politique, mais qui se fait d'abord sous les traits de l'humour, d'une façon qui est assez semblable à ce qu'on trouve au 19e siècle. Il y a beaucoup de journaux de ce type-là. Il va lancer le Goglu à l'été 1929. C'est avant, je le précise, avant la grande crise économique de l'automne. Qu'est-ce que c'est le Goglu, de fait? Un journal satirique? Oui, c'est un journal satirique qui parle d'humour. Le Goglu est un petit oiseau. Ce n'est pas seulement qu'une marque de biscuits comme on le connaît aujourd'hui, mais c'est aussi dans l'étymologie canadienne-française, le Goglu est aussi le nom avec lequel on décrit des bottes de travailleurs. Hein? Donc, il y a quelque chose là de profondément populaire. Et c'est un mouvement populaire dont l'humour est un peu bon enfant, assez insignifiant par moments, mais ça fonctionne, le Goglu, au point même où il y a beaucoup d'annonceurs au début, des médecins, toutes sortes d'affaires, des cabinets de toutes sortes. Même la famille Bronfman, famille juive importante à Montréal, va annoncer des spiritueux
spiritueux dans cette feuille-là. Et bientôt, ça va si bien qu'il va y avoir le Chameau, qui est une feuille aussi du même genre. Il va ouvrir d'autres journaux. Il va ouvrir 3 journaux très, très rapidement avant que tout ça devienne un peu compliqué parce que là, après quelques mois, il devient plus politique. Il s'en prend à tréfler au successeur, donc, à la presse qu'il a mis dehors. Il va y avoir des poursuites. Il y a des gens, donc, avec qui il amaille à partir. Très rapidement, en plus, avec la crise, il se demande qu'est-ce qui arrive avec le Canada français, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis l'antisémitisme aussi commence à transparaître dans les pages de ces journaux. Léo Robach parlait même de la croix gammée qui se trouve sur le journal. Parlons-en justement de cet antisémitisme chez Arcan. On écoute d'abord l'historien René Durocher qui nous parle d'Arcan, mais aussi, on y revient, au contexte plus large de l'époque. Et au Québec, comme d'ailleurs, et ça je le dis dans bien d'autres endroits au Canada, il y avait peu de sympathie pour les Juifs d'Europe. Même si on leur disait qu'ils étaient persécutés, certains ne le croyaient pas. Certains disaient ils l'ont mérité ou tant pis pour eux. Un des grands arguments que donnaient les antisémites et que Arcan répand constamment, c'est que le Juif, il est inassimilable. Arcan dit à un certain moment, on ne peut pas régler la question sociale si on ne connaît pas le problème juif. C'est que le Juif est responsable de tout, sur le plan social, sur le plan économique. Et ce qu'on reproche aux Juifs dans la propagande antisémite des années 30, mais qui n'est pas exclusive à Arcan, c'est un des thèmes bien répandus partout, c'est qu'il y a une conspiration des Juifs dans le monde. Alors Jean-François Nadeau, comment résumer la pensée d'Arcan sur cette question des Juifs et dans quelle mesure cet antisémitisme s'inscrit dans le contexte plus large? La figure du Juif chez Arcan est essentiellement une figure de bouc émissaire. Il se rend compte que ça va pas bien du tout. Par exemple, il a des descriptions qui sont très sensible et très belle de la misère populaire dans la basse ville de Québec. Il écrit avec beaucoup de sensibilité ce qu'il voit. Des cheminées qui sont percées, les dangers constants de gens qui n'ont rien pour se chauffer en brûlant les choses qu'ils trouvent autour d'elles, de voir leur foyer partir en flammes, une pauvreté extrême de gens qui sont obligés de fouiller dans les poubelles. On parle à Montréal à ce moment-là du commerce de ce qu'on appelle le lièvre de ruelle. Le lièvre de ruelle, si vous enlevez la peau d'un chat et que vous lui coupez la tête, effectivement, ça ressemble assez à un lièvre. Et on va vendre donc des chats qu'on fait passer pour des lièvres. Il y a une misère extrême qui s'installe. Ouais. Comment réagir à ça? Ce qui se passe à l'époque peut ressembler d'une certaine manière à ce qui peut se passer aujourd'hui. La figure du bouc émissaire de l'étranger potentiel est toujours une figure assez intéressante. Et il va monter ça en épingle. Il voit ce qui se passe à l'étranger. Pas tellement comme on a pu le croire très souvent de Mussolini ou d'Hitler, qui sont des figures qu'on a retenues dans l'imaginaire aujourd'hui comme étant fondamentales. Mais pour Arcan, le grand modèle, c'est un modèle britannique. Oui. C'est un modèle anglais. Et ça, c'est intéressant. C'est très, très singulier. Ah oui, absolument. Un fasciste, mais il y a des mouvements en Grande-Bretagne, donc aussi à l'époque, dans ces années 30. Très important. Et c'est à ça. Il est royaliste, Arcan. Il est très royaliste. Et à la différence de d'autres groupes, comme René Durocher le signale, qui ont une haine certaine des Juifs, dans ces groupes-là, cet antisémitisme-là est pas fondamental. Il est présent, mais il n'est pas l'armature de toute la pensée. Alors, chez les nazis ou les gens qui s'inspirent de ce type de pensée-là, c'est fondamental. Oui. On explique tout à partir de ça, ce qui est invraisemblable, bien sûr, mais chez Arcan, c'est ça aussi. Alors, pour lui, les grandes figures d'inspiration sont plutôt des Britanniques. Oui. Sir Oswald Mosley, Hamilton Beamish, oui. qui à ce moment-là, remportent des succès électoraux et des succès d'estime en Angleterre et dans les puissances de l'Empire britannique, qui est encore très important, et qui sont considérables. Et c'est ce qu'il veut, lui, un grand Canada uni, monarchiste, royaliste, mais bien sûr, certes, à l'époque, antisémite aussi, ça reste là. Vous avez parlé du mouvement ouvrier, Gérard Langto, la dépression, la difficulté économique des années 30, c'est aussi, ça fait partie de ce qui fait que ça va avoir un certain succès, ces idées antisémites, cette misère économique. Gérard Langto disait, la chemise bleue, c'est la chemise des travailleurs. Il y a ça aussi, là. Oui, il y a beaucoup de ça, mais il y en a d'autres des mouvements. Et Arcan, on l'a retenu dans l'histoire parce qu'il triomphe de d'autres mouvements du même genre. Mais il y a Anaclet Chalifou qui rassemble des clubs ouvriers avec des chemises brunes qui sont très mussoliniens à Montréal, ça existe. Et il y a tout un contexte nord-américain. C'est pas une idée canadienne-française ou même canadienne tout court ou canadienne-anglaise. On trouve par exemple aux États-Unis un industriel comme Henry Ford qui va publier à des dizaines de milliers d'exemplaires, voire des centaines de milliers d'exemplaires, un journal
qui n'a rien envié aux idées d'Hitler, qui s'appelle le Dearborn Independent. Donc, un industriel comme Ford, qui est extrêmement populaire, répand aussi ces idées-là. Il y a dans toute l'Amérique des mouvements, si vous êtes au Brésil, au Mexique, il y en a un peu partout. Ouais. Et la Seconde Guerre mondiale, où toute l'imagerie qui en ressort, c'est-à-dire de cette lutte contre Hitler, nous a fait valoir qu'il y avait les bons et les méchants, nous a fait oublier que ces idées-là sont pas le propre d'hommes en particulier, mais qu'on les trouve dans toute société. C'est ce qui m'intéressait beaucoup, moi. Arcan va décider d'organiser tout ça dans l'action politique. Il y a un premier parti qu'il va créer en 1934, le Parti national chrétien. Qu'est-ce que c'est que ce parti et dans quelles circonstances il le crée? Il a déjà prêté ses journaux au service de d'autres hommes politiques. Par exemple, il a une correspondance assez importante avec Arthur Bennett, qui est le premier ministre du Canada, le premier ministre conservateur, doit une partie de son élection au travail d'Arcan. Donc, évidemment, au Canada, à Ottawa, on ne rechigne pas à employer Arcan au besoin. Il sent qu'il y a la possibilité éventuellement d'aller plus loin. Ses journaux se sont effondrés parce qu'il y a de l'opposition. L'imprimerie où il fait le travail de composition de ses journaux a brûlé à au moins 3 reprises. Ce sont des attentats, littéralement, ça joue très dur. Il y a des coups de poing, des coups de canne. Il y a une opposition qui est très très forte entre plusieurs groupes politiques. On mesure pas aujourd'hui l'espèce de tension extrême physique qui existe à l'égard de ces idées-là. Et lui est appuyé par un homme extrêmement riche qui vit à Paris, qui s'appelle Eugène Berthiaume, qui est l'héritier donc de la famille fondatrice de la presse, de Trèflé-Berthiaume. Et il va se retrouver à la tête d'un journal qui est important pour l'époque, qui s'appelle l'Illustration, l'Illustration nouvelle ensuite, qui diffuse plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, qui n'est pas à proprement parler son journal, mais où il n'hésite pas à se présenter avec son uniforme à croix gammée. Et à partir de ce moment-là, il entre dans l'arène politique. Il va être présent à Montréal, mais partout aussi, en faisant des assemblées, en rejoignant des gens. Mais il va très rapidement être condamné. Il trouve plus même de salles pour tenir ses réunions. Et on se rend bien compte que le système de droit qui s'effondre dans d'autres systèmes politiques demeure ici. Il y a des poursuites qu'il va perdre, notamment contre M. Tissot dans le coin d'Ottawa. Il y a là, pour lui, une objection, un mur qui est un système de droit qui demeure bien en place, qu'il ne réussit pas à renverser. Bon, il aura quand même un rayonnement parce qu'il fonde ce premier parti, le Parti national chrétien en 1934. Il va, dans cette idée canadienne qu'on évoquait un peu plus tôt, il va regrouper toutes les forces conservatrices fascisantes du Canada sous le Parti de l'Unité nationale. Il est connu par Hitler. Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain, vient lui rendre visite. Ah oui, ça c'était une découverte extraordinaire que j'ai fait au moment de la rédaction de ce livre-là. C'est-à-dire qu'on savait que Céline était venu à quelques reprises en Amérique, mais à cette occasion-là, à la fin des années 30, il est parti un peu incognito pour un voyage qui devait le conduire à New York. On perd sa trace, on ne sait pas trop où il est, mais on trouve dans la correspondance d'Arcan qu'il est en fait en transit pour venir à Montréal pour assister à ces assemblées-là qui lui semblent extraordinaires. Et on le voit même dans une photo d'époque au fond de la salle, invité d'honneur, dans une salle qui est remplie de gens qui portent la croix gammée, où il y a cette espèce d'araignée gorgée de sang qui est la croix gammée, qui est partout en effigie sur les murs, et Céline qui est là, tout au fond de la salle. Évidemment, eût-on connu cette photo-là beaucoup plus tôt dans l'histoire de Céline, ça aurait sans doute changé son destin après la guerre. Il y avait de quoi le faire condamner dans l'esprit un peu de vengeance qui existait après la Seconde Guerre mondiale, qui était là. Mais là, il y a très certainement une attirance internationale pour Arcan. Lui-même entretient une correspondance très importante avec des leaders d'un peu partout, qui a été saisie au moment de son arrestation en 1940 et dont on a hélas perdu beaucoup de documents. Et ce mouvement canadien, le parti d'Arcan, on en parlera à Toronto, on en parlera à Londres. Peut-être qu'il y aura même un peu d'enflure. Évidemment, c'est plus facile avec le recul d'essayer de mesurer l'importance réelle qu'aura ce mouvement politique. Avant d'en parler ensemble, Jean-François Nadeau, 2 extraits. Gérard Lanctot à nouveau, puis sur l'importance réelle qu'a eu ou pas ce mouvement. Gérard Lanctot, puis l'ex-journaliste au Devoir, Paul Soriol. Quand M. Arcan a réuni sous le nom d'Unité nationale un certain nombre de groupes de droite canadiens comme ça, on a dit que vous avez eu jusqu'à 75 000 membres. C'est juste? Oui, environ ça. Oh oui, au moins ça, à travers le pays. Au moins ça, à travers le pays. Comment expliquer que, rapidement, le succès politique que vous attendiez n'est pas venu? On commençait à peine à faire une organisation qui, réellement, qu'on avait décidé de prendre le pouvoir, non pas par la force, mais par le vote, d'une façon électorale. La guerre est arrivée trop tôt. La guerre n'aurait-elle pas arrivé, ou encore serait-elle arrivée deux ans plus tard
nous étions au pouvoir, parce que la montée du nationalisme était très forte. Il y avait des petits groupes. Par exemple, le groupe d'Adrien Arcan, ça n'a jamais été considérable. Mais avec Joseph Ménard, il y avait des journaux antisémites. Tout ce monde-là a fait du bruit un peu, mais ça n'a jamais réuni beaucoup de monde. Ça n'a jamais eu d'écho beaucoup? Non, c'était des éléments minimes, et puis qui paraissaient plutôt cocasses que sérieux. Alors Jean-François Nadeau, dans les faits, évidemment c'est plus facile avec le recul, mais quelle importance aura réellement ce mouvement pro-nazi au Canada? C'est un publicitaire extraordinaire, un publiciste extraordinaire, Arcan. Donc, il pratique l'enflure volontairement, 80 000, 100 000, on va prendre le pouvoir. Et ce qui fait qu'il finit par se croire lui-même, je pense, à un certain moment donné. Il est certain qu'on n'a jamais eu rien de près de 80 000. On a, par la GRC, de capturer à la fin des années 30 un certain nombre de listes de membres. Et on a les règlements du parti qui, par déduction et par regroupement géographique, nous montrent que ce sont des gens qui sont dans des quartiers populaires, des quartiers pauvres. C'est pas un mouvement intellectuel qui laisse une grande richesse de documents écrits, comme on a l'habitude en histoire d'étudier des sources écrites pour cette période-là beaucoup. Donc, on a plus tendance à étudier l'univers de nationalistes qui sont plus liés à l'université, qui sont plus littéraires, qui écrivent davantage. Ça, ce sont des mouvements populaires et on le voit par les listes du parti que très certainement, on peut difficilement imaginer plus de 2500 membres en règle. Et bien sûr, il y a l'influence, il y a les familles, il y a les curieux, il y a les gens qui n'osent pas, mais qui sont des sympathisants, qui vont être là aussi. Donc, c'est quelques milliers. On est très, très loin de la possibilité de prendre le pouvoir, ça, c'est certain. Ouais. Il y aura quand même cette guerre, ce tournant de la guerre. Adrien Arcan va être arrêté, il va être envoyé au camp de Petawawa pendant la guerre. Et puis, l'après-guerre qui arrivera. Évidemment, ça change tout, cette fameuse guerre, la défaite des nazis. Et le contexte d'après-guerre va être assez difficile pour Arcan et ses disciples. On écoute à nouveau là-dessus Gérard Lanctot pour la dernière fois. Écoutez bien, ça vaut le détour. Immédiatement après la guerre, nous avons naturellement cessé ce qu'on appelle l'activité politique proprement dite. Mais il était difficile de s'affirmer encore comme nationaliste dû aux représailles que ceux qui osaient le faire, perte de position, perte de commerce, boycott, et ainsi de suite, dû à qui et à quoi? À l'influence de la judéo-maçonnerie que nous avons ici au pays, qui est très puissante. Et aussi, permettez-moi de vous dire en plus, c'est que nous avons associé tellement le mot nationaliste au naziste, et le mot naziste au nationaliste, et le mot naziste aux persécutions que les supposées persécutions que les Juifs ont subies en Allemagne, que ce mot était devenu un peu tabou. Et quiconque osait s'affirmer comme nationaliste était regardé comme un ennemi de la nation. Ça fait sourciller. C'est très fort en ketchup, Jean-François Nadeau. Tout est invraisemblable. On pourrait passer beaucoup de temps à relever chaque invraisemblance de ces affirmations-là. La plus grosse, évidemment, c'est cette affirmation où Lanctot parle de supposée persécution subie par les Juifs. Oui, évidemment, son maître Arcan, comme beaucoup de néo-nazis de l'après-guerre, vont être des négationnistes forcénés. Il en sera un lui-même. Il en sera un lui-même. Il va même en inspirer d'autres. On trouve Ernst Zundel qui va être déporté par le Canada pour cette idée de propagation d'idées où on nierait toute existence de crimes absolument odieux, crimes contre l'humanité, contre les Juifs, va être déporté en Allemagne. Bon, ça sera un élève studieux de l'œuvre d'Arcan. Bien sûr, le nationalisme, c'est invraisemblable qu'on puisse le nier dans l'après-guerre, puisque c'est la grande résurgence du courant nationaliste canadien-français qui débouche à l'orée des années 60 sur une nouvelle perception de tout ça. La vérité étant davantage dans l'idée que dans l'après-guerre, on a eu une frousse infinie de ce qui a pu se passer sous l'égide d'Hitler, bien sûr. Et Arcan lui-même le comprend, ça. Il dit, désormais, ces idées-là, les idées qui sont les miennes, les idées d'extrême droite, ne seront plus défendues grâce à l'uniforme, grâce aux étendards. Ce sera plutôt des gens en cravate et emparons-nous de la possibilité des nouveaux moyens de communication, de la radio, notamment de la bande magnétique, pour diffuser notre discours. Mais le mouvement est vieux, l'homme est un peu vieux aussi. Et évidemment, la descendance est pas très forte. Mais il ne lâchera pas prise les moyens de communication. Le véhicule politique, son parti continue d'exister, va se présenter 2 fois d'ailleurs aux élections fédérales. Et vous parliez du premier ministre Bennett, avec qui il est en contact
avant la guerre, dans les années 30. Il continue de cultiver le terreau politique. Avec quel succès, quelle influence a Adrien Arcan réellement auprès des mouvances politiques plus conservatrices? On y revient dans un instant, mais d'abord, c'est succulent. Là-dessus, un petit extrait d'une conférence de presse. Le journaliste Jean-Marc Poliquin qui interroge Réal Cahouette en 62 sur ses liens supposés avec Adrien Arcan. Est-il vrai qu'aux dernières élections fédérales, vous aviez demandé et obtenu la collaboration de M. Adrien Arcan? Non, il est absolument faux, absolument faux. Monsieur Poliquin, je vous permets de venir consulter mon courrier. Et vous êtes au Parlement d'Ottawa, vous savez que ma porte de bureau est toujours ouverte. Venez vérifier mon courrier, essayez de trouver une filière dans mon bureau où il est question d'Adrien Arcan ou de qui que ce soit de son groupe. C'est parce qu'il se vantait, entre autres choses, de vous avoir inspiré votre admiration pour les théories économiques d'Hitler et de Mussolini. Je n'ai jamais été un arcaniste. Je n'ai jamais fait partie de l'organisation de M. Arcan. J'ai rencontré M. Arcan en une seule occasion et il a été question de crédit social alors qu'il y était fortement opposé. Notre entrevue s'est terminée là et je ne suis pas plus intéressé que cela à Adrien Arcan. Quel sera, Jean-François Nadeau, c'est rigolo avec le recul, hein, puis c'est le personnage évidemment coloré de Cahouette. Quel sera le degré réel d'influence d'Arcan dans les milieux politiques plus conservateurs à Québec et à Ottawa après la guerre? Dans l'après-guerre, comme candidat indépendant, il finit deuxième, il recueille des milliers de voix, mais l'influence va de façon assez décroissante à partir des années 50, bien sûr. La société change, hein, il y a une espèce de boom de la consommation qui rend pas tellement favorable ce côté qui devient de plus en plus religieux chez Arcan. Donc, l'influence, elle est beaucoup mythologique chez lui. Hein. Il prétend avoir des influences sur, soit sur l'Union nationale de Maurice Duplessis, soit sur les créditistes. Elle existe de façon marginale dans la mesure où il est en contact souvent avec des disciples de ces groupes-là, avec lesquels effectivement il a des contacts assez soutenus, mais non pas comme il le prétendra avec la tête des groupes pour cette période-là, en tout cas du moins de l'après-guerre. Une dernière question, Jean-François Nadeau, qui répète la première. Vous avez consacré un ouvrage entier à Adrien Arcan. Pourquoi, comme historien, c'est important pour vous de faire ça? Parce qu'il n'y a rien sur Adrien Arcan au moment où je m'y intéresse. Je croisais à tout moment des notes de bas de page, des renseignements, de toutes sortes de choses sur Arcan, de la correspondance, alors que je me disais, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas rien d'écrit là-dessus pratiquement au moment où, en tout cas, je faisais ces travaux-là, alors que ça nous indiquait que cette société qui est la nôtre avait pas connu ce qui s'est passé dans d'autres sociétés. Il me semblait normal d'examiner pour une société normale des dérives qui avaient été présentes ici comme elles avaient été présentes ailleurs. Et Arcan, en ce sens-là, est un phénomène extrêmement intéressant à étudier. Merci infiniment de nous en avoir parlé. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, auteur d'Adrien Arcan, Fureur canadien, publié chez Lux en 2010. Merci Jean-François. Merci.